infiniment à tous les deux, Vincenzo et Florent, pour l'organisation de ce séminaire dans des conditions aussi difficiles. Réunir autant de participants, c'était une gageure et je pense que ça s'annonce très réussi. Donc, bravo à vous deux. Et avant de développer en 10 minutes ce que je voulais dire, de répondre, Florent, non, Stigler n'est pas l'inventeur du terme d'organologie. On le trouve chez Bergson, on le trouve chez Canguilhem. Mais bien sûr, comme tout vrai penseur, Stigler va lui conférer une signification, une portée qui lui est propre, enfin qui lui sont. Alors, je partirai d'un entretien que Bernard a eu avec Maël Montéville, et un entretien qui porte précisément sur l'organologie, entre autres, et dans lequel l'organologie est définie dans ces termes par Bernard, je cite, l'analyse conjointe de l'histoire et du devenir des organes physiologiques, des organes artificiels et des organisations sociales. Si on lit cet entretien, cependant, à aucun moment, le concept même d'organe et corrélativement celui d'organisation ne sont analysés pour eux-mêmes. Et je pense il peut être utile de revenir à l'histoire de ces concepts, qui est une longue histoire, aussi bien organe qu'organisation, pour préciser le projet de l'organologie au sens de Bernard. Donc je repartirai de ce que dit Bernard dans cet entretien, et ailleurs d'ailleurs, en laissant entendre que les techniques sont des organes artificiels par analogie avec les organes de l'organisme, ou les organes physiologiques, comme dit Bernard. Or, historiquement, la transposition analogique a suivi le chemin exactement inverse, c'est-à-dire non pas de l'organisme vivant aux techniques, mais des outils au corps humain. J'en veux pour preuve le fait que dans la médecine hippocratique, le terme d'organon n'apparaît pas du tout. Les médecins hippocratiques n'utilisent pas ce terme. Pour parler des parties du corps vivant, ils utilisent un autre terme grec qui est celui de morion, le terme morion. Le terme organon, on va le trouver en revanche chez Aristote, donc au IVe siècle, plus tard que Hippocrate. Et on trouve aussi toujours le terme de morion, mais Aristote emploie ce terme d'organon pour désigner ce qu'il appelle les parties anoméomères, en opposition aux parties homéomères du corps vivant. Les parties homéomères sont les parties du corps qui, si on les fragmente, on les segmente, se conservent. Si on a du sang, on fragmente le sang, on a toujours du sang, par exemple. Alors que les parties anoméomères sont les parties qu'on ne peut pas ainsi fragmenter et les conserver. Si on fragmente la main, on n'a plus de main. Donc, les organones est un terme employé pour désigner ces parties anoméomères. Et cette importation de la notion technique, qui est une notion technique au départ, l'organone, c'est l'instrument, ça vient du registre de la technique, au biologique, permet à Canguilhem de dire que la biologie aristotélicienne, en définitive, est une technologie générale. C'est-à-dire qu'Aristote aurait importé dans la biologie un modèle technique et serait, pour ainsi dire, le premier à concevoir, à penser l'organisme, le corps vivant, par analogie avec la technique. Et Canguilhem ajoute de manière extrêmement intéressante que dans ces conditions, on ne saurait purement et simplement opposer, comme on le fait bien sûr avec raison pour tout un tas de motifs, Aristote et Descartes. Aristote et Descartes partagent le même fond, la même présupposition, qui est qu'on peut penser l'organisme par analogie avec des modèles techniques. On aurait, dans les deux cas, la conception d'une conception technologique de la biologie. Simplement, dans le cas de Descartes, cette technologie serait de type mécaniste, alors qu'elle est de type organologique chez Aristote. Très rapidement, il me semble que malgré tout, la persistance du concept de morion et puis cette définition instrumentaliste de l'organe, c'est un instrument chez Aristote, mais l'organe aussi, c'est une pièce de machine déjà chez Aristote, puisque Aristote compare les parties du corps à des pièces des machines de guerre, par exemple. Il me semble que cette double définition des parties du corps, à la fois comme organon au sens d'instrument, mais aussi déjà chez Aristote comme pièce de machine, se retrouve chez Descartes, chez qui, du moins on peut le penser en première analyse, la définition des parties du corps comme pièce de machine, sur le modèle des pièces d'un automate, l'emporte très largement sur la notion d'instrument. Descartes ne définit pas les pièces du corps comme organon en première analyse, mais plutôt comme pièce de machine par référence aux automates. Or, il me semble que chez Descartes aussi, ce qui donnerait raison à Canguilhem, on trouve une rémanence de cette double définition de la partie du corps, à la fois comme instrument et comme pièce de machine.
Et en particulier, on trouve une rémanence, une survivance de cette définition du corps et de ses parties comme instrument. Alors, j'en veux pour preuve l'analyse que fait Descartes dans la sixième méditation métaphysique, et on va voir apparaître une conception du corps qui est très très différente de la célèbre conception de l'animal-machine que Descartes développe dans le traité de l'homme. Alors, que dit Descartes dans la sixième méditation métaphysique à propos, en l'occurrence, de la situation de l'hydropique? Alors, l'hydropique, c'est un malade, c'est un être humain qui est atteint d'un dysfonctionnement, qui l'amène à avoir tout le temps soif. Or, chez lui, le fait de boire est parfaitement nuisible et peut même le conduire à la mort. Et donc, Descartes conduit toute une réflexion, une analyse de la situation de l'hydropique. Alors, au regard d'une question que je ne développerai pas et qui ne s'intéresse pas au premier chef ici, qui est celui de la véracité divine. Est-ce qu'on peut tenir Dieu pour trompeur parce qu'il a mis l'hydropique en situation de ne pas pouvoir s'abstenir de boire par une inspection rationnelle en exerçant son jugement? Donc, est-ce que Dieu est en train de tromper l'hydropique en le poussant à boire et ainsi à se nuire à la conservation de son existence? Descartes démontre que non. Et c'est la réponse pour finalement déculpabiliser Dieu, disculper Dieu, qui est intéressante. C'est que selon Descartes, Dieu a conçu le corps humain comme une machine, certes, mais aussi comme un instrument destiné à servir les besoins de la vie. Et il se peut que dans certaines circonstances, cet instrument se révèle être un mauvais instrument, dysfonctionne. La responsabilité n'est pas imputable à Dieu, mais Dieu a fait les choses de la meilleure manière possible, mais simplement au fait que les instruments peuvent se dégrader et peuvent ne plus bien remplir leur office. Et on voit ici que ce qui est très important, c'est que quand on s'en tient à la vision cartésienne du corps-machine, eh bien, on s'en tient à une vision du corps qui exclut tout type de jugement normatif. Une machine, qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne mal, c'est-à-dire une horloge qui marque mal les heures, reste machine, soumise aux mêmes lois du mécanisme universel qu'une machine qui marque correctement les heures. Du point de vue de la machine, d'une certaine manière, il n'y a pas de bonne et de mauvaise machine. Du point de vue de l'instrument, c'est-à-dire de la capacité du dispositif technique, qu'il soit machine, instrument, outil ou autre, à servir les besoins de la vie, alors là, oui, et c'est ce que dit Descartes dans la sixième méditation, on peut juger de la valeur d'usage, en quelque sorte, d'une machine. Et donc, on voit bien que chez Descartes, ce maintien, cette référence souterraine presque à la vision instrumentale du corps, le corps comme instrument et non pas comme machine, permet de conserver en quelque sorte la capacité à juger en valeur les instruments, les techniques. Le XVIIIe siècle, je vais très vite évidemment, hein, mais bon, on pourra en discuter tout à l'heure. Le XVIIIe siècle a approfondi, comme on sait, la conception du corps comme machine. On trouve par exemple chez des matérialistes comme Diderot et Lamétrie, cette idée que le corps est une machine, mais pas une machine au sens cartésien du terme, une machine beaucoup plus complexe en un sens et qui manifeste des propriétés émergentes. Lamétrie, bon, c'est très clair, Lamétrie parle d'organisation, le corps est une organisation qui est tout à fait spécifique, l'organisation du corps est tout à fait spécifique, et elle présente la propriété de faire émerger des caractéristiques comme la conscience, comme l'âme, etc. Il n'y a pas besoin d'en appeler à des forces vitales ou à des principes, des substances non matérielles pour expliquer cela. L'organisation fait émerger ses propriétés. On va trouver la même idée chez Diderot et aussi chez les vitalistes, les médecins vitalistes comme Bordeaux par exemple, qui ne sont pas du tout des tenants, comme on pourrait le penser par erreur, d'une force vitale qui serait autre chose que la matière. Ce sont des matérialistes, mais des matérialistes émergentistes. Donc c'est par approfondissement de cette réflexion sur le corps comme machine, finalement, que le XVIIIe siècle a développé une pensée biologique. Alors, une pensée biologique qui va finalement conduire, et ça c'est une remarque à nouveau de Canguilhem, qui va conduire ces biologistes, en quelque sorte, ou ces penseurs du vivant, à abandonner les modèles techniques pour leur privilégier des modèles sociaux. Et par exemple, les vitalistes cesseront de parler précisément du corps par analogie avec un automate, comme le faisait Descartes, mais verront plutôt dans l'organisation vivante, dans la machine vivante, une sorte de dessin d'abeille. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Eh bien, pour montrer qu'à partir du XVIIIe siècle, sans doute,
cette conception de l'organisme comme instrument et complexe d'instrument qui survivait encore chez Descartes tend à s'effacer, à disparaître, à passer au second plan. Au siècle suivant, l'embryologiste Wilhelm Roux retrouvera cette définition de l'organisme comme complexe d'instruments, mais c'est surtout en anthropologie Marcel Mauss qui, au XXe siècle, me semble retrouver et théoriser cette définition du corps, non pas comme machine, mais comme instrument, le premier et le plus naturel de tous les instruments, dit Marcel Mauss. Chez Heidegger, chez Helmut Plessner, c'est-à-dire dans l'anthropologie allemande, Helmut Plessner, mais chez Heidegger aussi, on voit aussi ressurgir cette double définition finalement du corps, à la fois comme machine, bon, mais en réaction de laquelle, conception en réaction de laquelle Heidegger, par exemple, va écrire ou va prononcer son cours de métaphysique sur les fondamentaux, les concepts fondamentaux de la métaphysique en 1929-1930, et avec la conviction que l'organisme doit être décrit en référence à la grande catégorie de l'utilité, c'est-à-dire d'une certaine manière, mais ça Heidegger ne le voit peut-être pas sous cet angle-là, de l'instrumentalité. Heidegger insiste lourdement sur la différence entre l'organe biologique et l'outil. Néanmoins, les deux se détachent sur fond d'une compréhension commune en termes d'instrumentalité ou d'utilité, de fait pour, de servir. Voilà, donc une histoire assez complexe et sinueuse du concept d'organe, et où on voit finalement que cette définition de l'organe comme pièce de machine n'a pas complètement réussi à effacer cette définition de l'organe comme instrument, cette compréhension de l'organe comme organon. Alors, on pourrait ajouter d'autres types de conceptions de l'organe, comme le fait Mandresi dans son livre sur l'anatomie et sur la dissection. À la Renaissance, il était plutôt défini comme une pièce, un élément d'architecture. Mais enfin, en gros, cette pluralité des définitions, des conceptions de l'organe a toujours insisté en fait dans l'effort pour rendre compte de la spécificité du vivant. Et ça me ramène, et j'en resterai là, au projet d'organologie de Stigler, puisque je pense que cette dualité de sens de l'organe, ou plutôt cette conception instrumentale de l'organe vis-à-vis de sa conception comme pièce de machine, complète la définition de l'organologie que donne Bernard Stiegler. Je le cite toujours, il me semble que c'est très clair, le principe de l'organologie générale est qu'un organe artificiel est au service d'un être vivant, et est donc bien inscrit dans une problématique d'horizon vital, mais qu'il ne s'agit pas d'une réalité biologique. Alors ici, vous voyez, c'est ça le fond, est fondamental. Qu'il s'agisse ou pas d'une réalité biologique passe à l'arrière-plan et secondaire par rapport à cette idée qu'il s'agisse de l'organe biologique ou de l'artefact technique, les deux doivent s'évaluer selon la catégorie beaucoup plus générale qui dépasse le clivage du biologique et du technique, la catégorie générale de l'instrumentalité qui permet d'introduire la possibilité de jugement de valeur, de jugement normatif en termes de bons et de mauvais agencements, pour reprendre le terme de Bernard. Et je termine en citant à nouveau Bernard Stiegler, et pour bien marquer le rôle que Bernard faisait jouer à l'organologie dans la critique des agencements sociaux. Je cite, l'économie en tant qu'activité de production et d'échange de ces organes exosomatiques, c'est-à-dire les organes qui résultent des combinaisons entre organismes et techniques, cette l'économie en tant qu'activité de production et d'échange de ces organes vient se substituer à la biologie pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur permet par cette exosomatisation d'améliorer la vie, c'est-à-dire sa teneur négantropique et ses potentiels anti-anthropiques. Le pire la dégrade par de mauvais agencements économiques. Eh bien, je pense que si on veut comprendre cette formule, il faut réactiver, il faut se rappeler que derrière la civilisation d'organon, il y a celle d'instrument, et qu'un instrument, ça s'évalue au regard de sa valeur d'usage, et pas simplement au regard de sa capacité à faire fonctionner un ensemble, comme le fait la pièce d'une machine, selon la vision moderne, on va dire, de l'organe qui s'est imposée à l'âge classique. Alors effectivement, je terminerai d'ailleurs cette introduction avec la question que Xavier vient de soulever, la question de l'usage.
parce que je pense qu'elle est, elle est au cœur d'une des finalités, hein, une des choses que pointe l'organologie générale de Stigler, qui est non pas l'usage, mais la pratique. Hein. Il faisait une forte distinction entre les deux, et notamment dans la production de savoir, qui va être un petit peu mon propos, hein, puisque finalement, l'organologie, à quoi elle sert, hein, dans l'esprit de Bernard Stiegler? Elle sert à produire du savoir. Elle sert d'abord à produire du savoir scientifique, hein, sur le plan strictement épistémologique, mais aussi du savoir artistique, et finalement du savoir politique, hein, puisqu'il y a une visée éminemment politique dans toute cette pensée. Alors, j'ai appelé cette présentation élément de jardinage noétique parce que je vais faire un petit peu, justement, le jardinage est une analogie intéressante que Bernard faisait de temps en temps. Il utilisait aussi le concept de sculpture, hein, notamment la sculpture sociale chez Joseph Beuys. Mais jardinage a trois avantages. C'est que le jardinage est en prise avec un élément qui a son historicité, hein, qui a sa temporalité, c'est le vivant. C'est une manière aussi de répondre un petit peu à Eric Boeda. C'est une vaste question, hein, où se trouve la temporalité dans l'épiphylogénèse. Et donc, dans le jardinage, il y a bien cette idée de travailler avec une matière qui a sa propre histoire. Et il y a aussi cette idée que le jardinage est très construit sur l'organologie au sens technique, c'est-à-dire il faut des outils pour jardiner. Mais il y a une troisième dimension qui me semble très importante dans l'organologie générale chez Stigler, c'est qu'on ne peut pas jardiner si on ne prend pas soin de son jardin. Hein, et le prendre soin, et c'est là que la dimension politique intervient, est très importante. Et je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut prendre soin du numérique, si vous voulez, quelque part, puisque je vais aussi principalement essayer de m'appuyer sur des exemples numériques. Alors, le premier exemple numérique, Vincenzo l'a annoncé avant que je le montre, mais c'était une très bonne suggestion. C'est effectivement le chat Zoom que nous sommes en train d'utiliser. Et je peux vous raconter une petite anecdote, c'est que pas plus tard qu'au mois de mai l'année dernière, dans des discussions assez animées avec Bernard sur la question de l'organologie de ces outils et de leur toxicité, puisque quand on dit chez Bernard prendre soin, c'est aussi parce que tous ces organes sont bien sûr des pharmacones et ont une toxicité de plus en plus d'ailleurs sensible en cette période de confinement. Hein, notamment le fait que nous sommes tous condamnés à utiliser ces systèmes pour nous parler, pour communiquer. Et qu'ils ont leur organologie, c'est-à-dire que c'est des outils dont nous ignorons d'ailleurs la plupart des fonctionnalités. Je vous en montre quelques-unes, mais vous êtes probablement peut-être jamais allé vous plonger dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que l'organologie générale de Bernard, c'est bien sûr une pensée, c'est une philosophie, c'est une manière de penser le monde, de penser aussi tous ces objets que nous avons devant nous, mais c'est aussi parfois la manière de désigner ces objets eux-mêmes. Alors, un peu à la manière de ce que Simondon reprochait au terme technologique d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que souvent on dit une technologie. On dit fréquemment, en tout cas à la suite de Bernard Stiegler, une organologie pour désigner par exemple cet assemblage de fonctions Zoom que vous avez sous les yeux. Je ne fais pas de critique sur l'utilisation de ces termes et leur légitimité ou pas, il faut savoir que ça existe. Mais il y a une acception qui pour moi est la plus productive et la plus intéressante pour un avenir qui était appelé de ses voeux par Bernard, c'est la pratique, c'est-à-dire l'organologie, c'est une pratique. C'est-à-dire une méthode qui vise à quoi faire? Pas seulement analyser, mais produire. Hein. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une méthode de design et de développement informatique. En tout cas, c'est cet aspect-là qui, bien sûr, m'intéresse le plus en tant que directeur de l'IRI, où nous faisons principalement du design et du développement d'outils numériques. Alors, quelques objets pour penser. Alors, je ne vais pas redire ce que Xavier a présenté. Il y a quelques points de complément que je voudrais apporter. C'est que la dimension d'organologie, effectivement, il est probable que Stigler la trouve chez Canguilhem, comme l'a souligné Xavier.
Dans l'organon d'Aristote, ce qui est important pour Bernard, et on a fait plusieurs séminaires avec lui sur cette question, c'est la catégorisation, hein, notamment dans le péri-herménéia, enfin dans les catégories et sur l'interprétation. C'est-à-dire que l'organon, ce sont les catégories. Alors, les catégories que Stigler, en lisant Benveniste, considère comme des catégories d'abord de la langue, hein, en linguistique. On va voir le lien entre l'organologie et le langage, et entre l'organologie et l'écriture, est très important, notamment à travers le principe de grammatisation, qui est le début de tous les travaux de Bernard Stiegler, avec bien sûr Sylvain Auroux à l'UTC, mais surtout tous les travaux qu'il a pu mener dans sa propre thèse à partir de Husserl et la question des rétentions, notamment des rétentions tertiaires. C'est aussi l'organologie, et c'est là que j'ai connu Bernard, en fait, un terme musical. N'oubliez pas que c'est d'abord un terme musical, en fait. L'organologie, c'est ce qui désigne les instruments, hein, les familles, notamment d'instruments, les catégories d'instruments. Encore une fois, on retrouve l'importance de ces catégories. Et je pense que lorsque Bernard est arrivé à l'IRCAM, où j'étais déjà depuis quelques années, ça a dû aussi... en tout cas, il y a eu beaucoup de travaux à l'IRCAM, de séminaires sur l'organologie musicale, notamment grâce à Nicolas Donin, musicologue, avec qui Bernard avait une grande affinité, parce que dans la musique, l'organologie, chez Bernard, c'est déterminant, hein, c'est le modèle Charlie Parker. Il faut le savoir, Bernard était un fan absolu de jazz, et pour lui, la musique, c'était justement la capacité à aller vers l'incalculable, en partant de choses tout à fait calculables, hein, tout à fait matérielles. Le phonographe ou l'électrophone que Charlie Parker manipule pour jouer, pour apprendre à jouer, et puis surtout pour ensuite développer tout son talent. Bon, je passe sur les influences simondoniennes et de Leroy-Gourhan, parce qu'elles ont été assez largement déjà élaborées, puis je voudrais présenter plutôt des exemples. Alors, les exemples, il y en a beaucoup qui ont été déjà décrits dans cet ouvrage un peu séminal qu'on a produit à l'IRI, Organologie des savoirs et technologie de la connaissance. Mais je dirais que c'est un travail continu qui est fait notamment par la revue Études digitales, et Franck Cormeret interviendra, je crois, dans les prochaines sessions de cette semaine. Et puis, bien sûr, le dernier ouvrage bifurqué, où il y a aussi beaucoup d'éléments d'organologie pratique qui sont présentés. Alors, bien sûr, de la grammatologie plutôt derridienne, en passant par la théorie des rétentions chez Husserl, toute la pharmacologie de Bernard Stiegler se confronte petit à petit dans le temps aux questions d'entropie que Xavier vient d'évoquer, jusqu'à une dimension clairement cosmologique, ou on dirait cosmotechnique, avec Yuqui, qui est ce que Bernard a appelé l'exorganologie, c'est-à-dire une dimension presque politique, une conception, et une critique aussi des GAFA notamment, hein, et de ces exorganismes supérieurs qui ne sont plus les États ou les religions, mais qui deviennent les plateformes technosphériques, comme il les désigne, c'est-à-dire oui, Apple, Facebook, Google, Microsoft, s'il faut les nommer, hein, si on dit souvent GAFA. Alors, 3 types d'objets que je voudrais vous montrer pour qu'on réfléchisse sur cette question organologique, avec des tas de relations, hein, en fait des tas de transductions, on pourrait dire, pour prendre le terme simondonien, ou des différences avec Derrida, des négantropies, pour le dire plus récemment dans le langage de Bernard, qui sont alors très liées à l'écriture, hein, notamment la tension, et non pas l'opposition, mais toujours la composition, hein, c'est bien le principe de la transduction simondonienne, donc entre lecture et écriture, analyse et synthèse. Donc dans les outils numériques, c'est très important pour Stigler, qui est toujours cette double dimension. Il détestait les sites web en lecture pure. Et il rappelait toujours, mais rappelez-vous que l'origine du HTML, c'est une écriture. Ce n'est pas juste fait pour lire. Et tous les sites web devraient quelque part être inscriptibles, et non pas seulement lisibles. Dans l'analyse-synthèse, il y a aussi toujours cette très importante articulation
parce que pour Bernard, beaucoup d'outils étaient seulement analytiques, mais pas suffisamment synthétiques. Or, dans son schéma kantien, il faut arriver bien sûr à la synthèse pour qu'il y ait une vraie production de savoir et pas en rester au stade de l'analyse. Bon, spatialisation, temporalisation, c'est quelque chose qui est très évident, qui a beaucoup été travaillé par Bernard Stiegler dans le champ artistique, notamment avec des artistes qui travaillaient sur cette tension spatialisation-temporalisation. Mais plus généralement, c'est l'articulation de l'automatique et de l'idiomatique, ou calculable, incalculable, pré-individuel, transindividuel. Bien sûr, chez Bernard Stiegler, le pré-individuel n'est peut-être pas celui de Simondon, hein, mais le pré-individuel, c'est ce qu'il appelle très souvent dans les écrits récents l'humus, hein, si vous voulez, si je reprends l'analogie avec le jardinage, l'humus ou la nécromasse noétique, hein, c'est toutes ces rétentions tertiaires qui nous permettent de penser, hein, penser avec tous ceux qui ont pensé avant. Donc, il y a toute cette articulation pré-individuelle, transindividuelle. Et alors, je vais insister surtout sur ce dernier paquet de corrélations, synchroniques, diachroniques, et très important dans les systèmes numériques qui étaient pensés organologiquement par Bernard, notamment parce que nous sommes de plus en plus dans le synchronique et qu'il faut trouver la distance diachronique. Sinon, encore une fois, on se transforme en machine. On est piloté par les algorithmes, hein, pour le dire avec Antoinette Rouvroy. L'articulation entre stéréotypes et traumatypes, ça c'est une dimension qui est très importante parce que chez Stiegler, l'organologie, c'est pour ça que je vous ai mis une petite référence aussi importante, c'est une organologie libidinale, hein, c'est l'organologie de la libido. Là, son article de la Deleuziana 2017 est très éclairant sur ces articulations-là, et notamment entre stéréotypes et traumatypes. Ça, c'est très clair que pour Stiegler, il y a toujours la question où on pourrait dire entre compréhension et surpréhension. Ce que je comprends, c'est ce que je répète ou ce que je peux calculer quelque part. En tout cas, pour lequel je peux opérer une rétention. La surpréhension, ça m'échappe et c'est une sorte de surprise, mais en même temps, c'est là que se trouve le vrai savoir, la vraie surprise, ou on le dirait en termes artistiques, la vraie improvisation. Bernard faisait souvent l'articulation entre penser et improviser. Pour lui, la vraie pensée était dans l'improvisation. Ou entre hypomnèse et anamnèse, où on trouve aussi cette idée que l'hypomnèse va nous permettre, bien sûr, de mémoriser, de retenir, d'opérer des rétentions d'énormément de savoir. L'anamnèse est toujours le processus, finalement, et le processus de réminiscence. Ou bien dans son analyse freudienne de toute cette question organologique, bien sûr, la liaison entre mort et vie, alors qui n'est pas seulement une liaison entre pulsion de mort et pulsion de vie, ça va bien au-delà, c'est plutôt l'articulation entre entropie et négantropie, finalement. Le principe d'entropie étant à la base de ce qui va vers, évidemment, le chaos, la destruction, l'indifférenciation, la mort. Le principe de négantropie étant plutôt le principe concurrent, si je puis dire, de l'organisation et de la résistance à la mort. Et puis, bien sûr, cette organologie, elle va vers des choses que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui sont les questions de connaissance et de savoir. La connaissance étant là encore quelque chose qui peut assez largement se calculer, alors que le savoir, pour lui, n'est pas calculable, hein, c'est plutôt la pratique de la connaissance, finalement, le savoir. Ou la différence entre emploi et travail. Alors, c'est tout un pan de sa pensée politique où il y a cette intermittence indispensable entre l'emploi et le travail. Chez Stiegler, le travail, c'est la scolée, c'est l'osium, hein, c'est le contraire du négocium de l'emploi, du labor, donc le labor contre le work, si vous voulez. Et on pourrait prolonger jusqu'à une forme de spiritualité. Pour moi, je dis souvent spiritualité parce que c'est ce qui m'intéresse chez Stiegler. Il n'employait jamais ce mot-là. Il faisait très référence à Bergson, en tout cas, dans l'articulation entre mécanique et mystique, ou chez Canguilhem, entre machine et organisme. Mais ça peut aller aussi jusque-là. Alors, toutes ces notions sont très bien décrites dans le vocabulaire ars industrialis qui avait été fait par Victor Petit. D'ailleurs, à l'époque, je pense qu'il était à l'UTC, et par Anna Lombert,
sur le glossaire Internation. Anna Lambert, qui interviendra demain, je crois, et qui, bien sûr, a beaucoup travaillé sur ces notions. Alors, pour finir sur quelques objets, donc l'idiotexte qui est à la base de cette grammatisation que j'ai décrite, Bernard le symbolisait très souvent par cette spirale ou cet ensemble de spirales convergentes, donc finalement des individuations psychiques qui rencontrent, qui forment une individuation collective. Mais l'idiotexte, c'est une mémoire émue par sa textualité, comme il l'écrit dans ce texte que je pense Franck Cormery utilisera demain. Ému par son prétexte aussi, le prétexte qui est une sorte de pré-individuel aussi, et dans une différence qui est productrice d'une localité. La question de la localité, et localité au sens politique, mais aussi au sens épistémologique, est très importante dans l'organologie de Stigler. Alors, ces éléments de grammatisation, pour aller vite, je vous en présente maintenant quelques images. L'exposition Mémoire du futur, 1987, c'est vraiment, pour Bernard, c'est pouvoir montrer ces mémoires, ces hypomnèses à l'œuvre. Donc ça, c'est au centre Pompidou en 1987. Au cours de sa thèse et donc ensuite dans le groupe sur le poste de lecture assisté par ordinateur avec les premiers éléments d'organologie appliqués au texte. Donc ce sont des éléments d'annotation principalement, la production d'unités de sens. Des technologies de l'esprit, ce que je pense Mathieu Triclot et Anna Lambert évoqueront, et Alain Giffard. Parce qu'Alain Giffard était dans ce groupe poste de lecture assisté par ordinateur, il en parlera sûrement demain. Mais bien sûr, son passage à l'INA sur tous les outils de grammatisation de l'audiovisuel a influencé tout ce qu'on a pu faire ensemble à l'IRCAM, donc en matière de grammatisation de la musique, à la fois par la détermination d'unités de sens. Vous voyez, ce sont ces petits cercles ou carrés qui permettent de repérer des structures, mais surtout de les commenter et d'apporter finalement un métatexte, un complément indispensable à la production de savoir musicologique, là en l'occurrence, sur ces outils. C'est ce qui a permis de développer Ligne de temps, donc dans le champ du cinéma, avec le même principe de gestion de métadonnées, avec une sorte de spatialisation du temps dans des unités sémiotiques temporelles, on pourrait les appeler ainsi, qui sont des sortes de rétention, les segments, les plans, les séquences, qui vont pouvoir donner lieu à toute une grammatisation, au sens où il y a toute une indexation qui est faite à la suite de cette segmentation, de cette détermination d'unité de sens, qui produit des regards signés. C'est finalement la manière dont certains artistes ou certains critiques de cinéma se sont emparés de cet outil pour présenter des objets. Alors, sur la catégorisation, j'en ai parlé un peu avec Aristote, mais en gros, c'est une critique des réseaux sociaux tout automatisés, à la Facebook, qu'on hérite de Jacob Lévy-Moreno et de la sociométrie. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait sur la catégorisation et sur les groupes aussi, parce qu'un groupe de savoir se constitue à partir de ces catégories et il peut se forger ses propres catégories. Donc ça, c'est les catégories les plus méta, si je puis dire, ce qu'on a appelé des méta-catégories. La compréhension, le trouble, la surpréhension, les commentaires et les mots-clés. Ça, c'est la base de la machinerie de travail que Bernard mettait en place à chaque fois qu'il abordait un chantier de production de savoir. À côté de ces métacatégories, bien sûr, beaucoup de catégories sectorielles spécifiques au thème étaient développées, étaient mises en œuvre, de manière à ce que ces métacatégories puissent indiquer aussi des chemins de rencontre, des possibilités de discussion. Ici, vous voyez une convergence de métacatégories rouges qui pouvait donner lieu à des travaux. Alors, il a utilisé ça pendant son cours à l'UTC, il a utilisé ça pendant ses cours, bien sûr, et ses séminaires Pharmacon, également sur le texte, avec le même principe de tag, de catégorie, pour, encore une fois, favoriser des processus de transindividuation ou des processus de production de savoir. Ici, c'est un exemple de glossaire contributif produit par l'annotation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va annoter une page web,
ça va automatiquement produire une définition pour une notion, et à partir de cette notion peuvent se développer soit des définitions concurrentes, soit des discussions, soit des exemples d'annotation dans le corpus. Voilà, et ceci peut se faire soit en temps réel, par exemple avec un système de tweet, comme le système PolyTweet, de manière, encore une fois, que la grammatisation puisse permettre d'accéder à une organologie de recherche ou de production de savoir ultérieure. Ça peut même aller jusqu'à des interfaces où la grammatisation est gestuelle. Ici, c'est une interface d'annotation gestuelle où les annotations sont produites par des gestes tactiles ou sur une Kinect par détection de caméra. Alors, je termine avec les dernières organologies sur lesquelles on est travaillé avec Bernard, très liées à la ville, à la question de la ville, et notamment ce qu'on appelle le Building Information Modeling. Donc, c'est vraiment un stade très avancé de la grammatisation, où le Building Information Modeling n'est plus seulement un mode de représentation, c'est une vraie révolution pour les architectes, parce que c'est plutôt une conception orientée objet, mais c'est surtout une méthode de gouvernementalité, puisque ce sont des outils qui vont s'imposer dans le pilotage de la ville. Alors l'idée qui avait été impulsée par Bernard et que nous développons actuellement à l'IRI, c'est de travailler sur un jeu vidéo. Donc ce n'est plus ligne de temps et la vidéo, là c'est un jeu vidéo, mais les principes sont les mêmes, c'est-à-dire ajouter dans le jeu vidéo Minecraft, c'est MindTest, la version libre, des outils d'annotation, de catégorisation et de délibération qui vont s'étager en fait dans le jeu, se rajouter comme des couches, de manière à aussi avoir un regard critique sur le jeu vidéo. C'est là tout le travail de la clinique contributive en Seine-Saint-Denis, sur le système dopaminique produit par ces appareils, par ces jeux vidéo. Mais voilà, l'idée est d'aller contre aussi cette tendance anthropique et toxique avec des outils de délibération, comme ici le système ePlanet qu'on utilise en complément de la modélisation urbaine dans le jeu vidéo, ou des outils de veille technologique. Alors ça, c'est des anciens de l'UTC, vous les connaissez sûrement, Esprit collaboratif, donc Damien Tremblay, Julien Prat. C'est des outils qui utilisent beaucoup le système de tagging et de métacatégorisation que Bernard avait beaucoup développé dans ses cours pour un outil de veille technologique. Voilà, donc c'est quelques exemples d'objets que je voulais présenter pour la discussion. Merci beaucoup, Vincent. Voilà, merci infiniment. C'était la présentation de Xavier. Merci Vincent et Xavier. On avait deux présentations assez différentes et assez complémentaires. L'une, celle de Vincent, plus orientée sur la pratique, la création de l'organologie, des organologies, et puis celle de Xavier, plus autour de l'histoire des idées. Comment ça se rencontre, ces deux approches? Est-ce qu'on parle par exemple de la question de la toxicité, la figure du médecin, prendre soin de ses instruments, de ses outils, la question de la pratique, de l'expérimentation? Comment vous voyez les choses? Est-ce que Xavier, tu veux réagir peut-être à cette... Bien sûr, je pense qu'il y a... c'est tout à fait complémentaire dans la mesure où resituer le concept d'organe dans cette longue histoire où il est question à la fois de machines, d'agencement, mais aussi d'instruments, et d'instruments qui possèdent une valeur d'usage, c'est poser directement la question du soin. C'est-à-dire que d'un instrument, on sait très bien qu'il faut prendre soin. Il faut prendre soin de ses instruments, il faut prendre soin de son corps comme instrument, il faut prendre soin de ses technologies cognitives qui sont des instruments qui permettent précisément de déployer toute une gamme de possibilités de vie plutôt que de les racornir et de les livrer aux plateformes, enfin tout ce qu'a rappelé Vincent. Donc oui, je pense que la clarification conceptuelle sur la notion d'organe qui est sous-jacente, elle peut conduire à ces problématiques du soin, ces problématiques politiques que Bernard explorait selon des dimensions multiples, comme l'a rappelé Vincent. Il y a aussi la question de la prendre soin du social, des organisations sociales,
permis justement par l'entretien même des instruments. Vincent, sur cette question de la toxicité, est-ce que vous voulez approfondir certaines choses? On parlait tout à l'heure donc justement de ces outils qu'on est en train d'utiliser, des outils aussi qui vont capter l'attention, qui vont aussi peut-être réduire la créativité, et puis aussi isoler les individus les uns des autres. C'était une des thématiques du travail de Bernard. Est-ce que vous voulez compléter ce genre de choses? Oui, alors Bernard était très attaché à ce groupe clinique contributive avec les parents qui éprouvent de grandes difficultés avec leurs enfants en bas âge, donc plutôt 0 à 3 ans. C'est un groupe qui est coordonné par une pédopsychiatre, Marie-Claude Bessière, et qui essaye de réfléchir aux raisons d'abord, et puis ensuite aux solutions qui pourraient être mises en pratique, et surtout pour lesquelles on pourrait prendre soin collectivement de leur agencement en Seine-Saint-Denis. Pourquoi est-ce que Bernard était très attaché à ce groupe? Parce que dans son esprit, si vous voulez, il y a un peu deux pièges avec l'organologie. C'est-à-dire, soit on fait de l'organologie purement technologique, c'est-à-dire qu'on oublie les pratiques précisément, ou bien on fait acte de sociologie et on ne regarde pas trop les questions techniques et on s'intéresse uniquement aux pratiques sociales ou aux effets pervers d'ailleurs, toxiques qui peuvent être rencontrés. Et je pense que Bernard essayait toujours d'éviter cet écueil. Et dans tous les projets, il essayait toujours que les deux éléments, donc que l'organologie soit précisément générale, c'est-à-dire à la fois biologique, technologique et sociale. Et donc, ne jamais regarder Candy Crush uniquement sur le plan de la pratique toxique dans le métro que vous constatez comme moi. Et qu'il faudrait analyser. Pourquoi cette détresse? Ou pourquoi, en temps de confinement, sommes-nous volontairement en train de nous aliéner à ces machines. L'autre piège serait de regarder Candy Crush uniquement sur le plan fonctionnel, si vous voulez, ou sur le plan technologique. C'est intéressant aussi, hein, il faut le faire. En fait, il faut faire les deux pour avoir une vraie approche d'organologie générale. Donc, voilà, je crois que c'est ça le challenge et aussi ce qui nous reste à faire à la suite de Bernard, à l'avenir, c'est d'arriver à penser, donc à la fois développer une pensée, ça c'est sûr, sur tous ces milieux et ces systèmes qui nous entourent, mais surtout les pratiquer, en prendre soin. Voilà, c'est ce que j'ai dit en introduction. Sinon, si on fait une partie du job, on est un petit peu à côté de cette organologie générale qui était visée par Bernard, me semble. Merci. J'ouvre la discussion à tout le monde. En fait, il reste assez peu de temps. On avait prévu jusqu'à 15h50. Bien sûr, on peut toujours aller un petit peu plus loin, mais il faut aussi se réserver du temps pour les pauses. Alors, il y a une question de Gunnar. Doit-on associer au projet stiglerien d'organologie une idée de scientificité? Quelle méthodologie pour étudier et analyser les organes? L'organologie doit-elle prétendre au statut de science? Ouais, effectivement. Alors, bon, il ne prétendait pas au statut de science. Par contre, il tenait absolument à ce que ce soit considéré comme une démarche scientifique. Et c'est pour ça que, dans la période la plus récente, son organologie était complètement orientée à la suite de la lecture d'Alfred Lotka sur les questions d'évolution et surtout les questions d'articulation entre entropie et négantropie et anti-entropie, avec notamment les travaux les plus récents de Giuseppe Longo et Bailly, Longo et Monteville, en fait, donc mathématiciens et biologistes, où finalement, à partir d'une réflexion sur le vivant dans ces disciplines, où justement il y a réintroduction des questions d'historicité, réintroduction des questions de contraintes, réintroduction des questions du vivant, finalement. Ça ne veut pas dire qu'on fait du biomimétisme ensuite, du tout, mais une bonne compréhension de ces mécanismes du vivant, qui ne soient pas juste de l'information, parce
que malheureusement, l'information est très puissante dans les biotechnologies. Xavier connaît parfaitement le contexte, puisqu'on a travaillé ensemble là-dessus, à l'IRI d'ailleurs, à la demande de Bernard. C'était les premiers travaux avec Xavier sur les nanos, les bio, ces sciences qui finalement font un usage de l'information qui est réducteur, parce qu'en fait, on en reste au stade de l'information en biologie. C'est problématique d'utiliser la théorie de l'information en biologie parce qu'on réduit énormément et ça peut aussi apporter des choses très positives, comme les vaccins qui sont en train de nous arriver. Ce sont des vaccins qui ont été le fruit d'une réflexion très axée information et qui sont, par exemple, des vaccins ARN modifiés et pas des vaccins classiques comme on a pu les produire avant. Donc, c'est très pharmacologique, mais je pense que il ne cherchait pas à développer une science, mais il s'appuyait sur des éléments scientifiques de la physique, des mathématiques, de la biologie. Et Xavier a peut-être une autre perception. Oui, je vais tout à fait dans ton sens, Vincent. C'est-à-dire que si la question est importante, hein, que pose Gunnar, s'il y a une science, une science organologique, ça ne peut être qu'une interscience. Et je dirais même plus, et là je pense que Bernard est resté sur ce point-là très simondonien, ça ne peut être qu'une science des opérations. Et non pas des structures. C'est-à-dire que ce qui intéressait Bernard, ce n'est pas de cloisonner la réflexion sur les organes physiologiques, celle sur les organes techniques et celle sur les organisations sociales, mais de montrer comment des opérations communes d'agencement, etc., pouvaient être dégagées à partir de ce point de vue général. Parce que dans organologie générale, le mot important, c'est aussi général. En fait, je pense que l'organologie générale de Stickler, de Bernard, n'était pas conçue comme une sorte de chapeau commun à des organologies sectorielles ou spéciales, mais qu'il fallait bien plutôt l'envisager comme précisément une science des opérations. Les organologies spéciales sont des sciences de structure, peut-être. L'organologie générale n'est pas une super science de ces structures ou de ce qu'il y a de commun entre elles, mais une science des opérations qui permettent d'agencer ces structures. Ce qui pose la question de la place de la vie et du vivant, je pense, dans la pensée de Bernard, qui, je le dis, n'est pas très claire pour moi. Voilà. Et là, je rejoins ce que disait Eric tout à l'heure, il aurait fallu continuer et poursuivre la discussion. C'est vrai que la place du vivant, et surtout à une époque où on voit bien que les organes reviennent presque au devant de la scène à travers toutes sortes de technologies qui les prennent pour cible, qui les font sortir du corps, qui les réagencent, qui les investissent par des technologies nouvelles, etc., dans des domaines comme la greffe, comme l'ingénierie tissulaire, des choses auxquelles je m'intéresse aujourd'hui. On voit bien que l'organe, ce que Bernard appelle l'organe physiologique, est au cœur de nouveaux agencements, probablement de nouvelles opérations avec de nouvelles organisations. On voit bien toutes les réorganisations de la recherche et du soin qui accompagnent ces innovations technologiques. Il y aurait, je pense, des choses à clarifier du côté de quid de ce vivant que nous ne cessons pas d'être et qui est investi par des organisations et des artefacts d'un nouveau type. Merci Xavier. On arrive au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'imagine que oui. Thierry Curiage. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour Florent. Xavier, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant au sujet des organes. Tout à l'heure, Vincent, vous avez parlé de la dimension dopaminergique de l'usage du digital. Donc, on sait que la dopamine est produite essentiellement par le cerveau et que ça s'enchasse dans le système de la récompense qui génère les addictions dont Bernard parle beaucoup dans son œuvre. Et là, à l'instant, j'entends beaucoup parler d'organes physiologiques et je ne peux pas m'empêcher de faire référence à, on pourrait dire, l'antidote, entre guillemets, l'antidote, qui est la sérotonine, qui, elle, est le marqueur du bonheur et non pas le marqueur du plaisir, et qui est produite à 90% dans les intestins. Donc, le bonheur est une affaire viscérale. Est-ce que Bernard, dans son travail autour de ces dimensions dopaminergiques, a aussi envisagé de traiter le digital sous un angle sérotoninergique, c'est-à-dire en arrière-plan la question du bonheur? Alors, je laisserai peut-être Xavier répondre, mais deux petites pistes. D'abord, la réflexion sur le système dopaminergique, c'est essentiellement amené par Gerald Moore,
en Angleterre, collaborateur très longue date de Bernard Stiegler. Et par ailleurs, sur ta question, Thierry, sur les viscères ou sur le foie, Bernard revient dans plusieurs textes sur la question du foie. Ça, c'est clair que pour lui, on ne pense pas qu'avec le cerveau. Mais ça, c'est quelque chose qu'il partage avec Charles Lenné depuis longtemps. Je pense que, bien évidemment, il est dans cette pensée de l'énaction et de toutes sortes de systèmes enchâssés qui ne se réduisent surtout pas uniquement au cerveau. Mais je n'ai pas réfléchi à la question, mais je pourrais chercher, si tu veux, je t'enverrai quelques petites références sur la question du foie et chez Bernard est importante. Volontiers, merci. Si, je crois qu'il y a encore une question qui a été posée sur YouTube. Oui, donc il y a une question qui est posée sur YouTube, donc je la lis. Alors, si la biologie peut être finalement envisagée chez Aristote comme une technologie générale, comme le suggérait Xavier, étant donné… Canguilhem. Pardon, oui. C'est Canguilhem qui dit ça. Donc, je continue. Donc, la question, c'était, étant donné l'usage d'Aristote du concept d'organon, les analogies qu'on y trouve avec de nombreux objets techniques, etc., ne restait-il pas une différence majeure dans la différence que pose Aristote entre la nature et l'artifice, entre les étangs naturels qui ont eux-mêmes leur principe de mouvement et ceux qui n'ont un que par accident? Pour toi. Oui, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que ça ne remet pas en cause la distinction aristotélicienne entre nature et artifice, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que ne restait-il pas une différence? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ah oui, en fait, il y a une orthogonalité des deux questions. Bien sûr que cette importation de la catégorie, du concept d'organon du registre technique dans le registre biologique chez Aristote, alors pas que dans le registre biologique, on l'a vu, bien sûr, il y a l'organon d'Aristote, c'est le traité de logique, mais son importation dans le champ plus spécifiquement de la biologie ne remet nullement en question la distinction entre les êtres qui ont leur mouvement, le principe de leur mouvement en eux-mêmes, et ceux qui tiennent la cause de leur mouvement autre qu'eux-mêmes, un artisan, par exemple. En fait, il n'y a pas de… on est sur un autre type de débat. Je pense. C'est ce que veut faire Aristote, si on suit Canguilhem, c'est faire accéder le corps, ce qu'on n'appelait pas encore l'organisme, c'est un terme beaucoup plus récent, mais le corps vivant a un nouveau style d'intelligibilité, par des analogies qui n'étaient pas employées avant, et qui sont totalement absentes, en tout cas à ma connaissance, du corpus hippocratique. Ok. Eh bien, peut-être faire une remarque finale, parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas, voilà, il faudrait tellement de temps pour tout explorer, mais je pense qu'il va faire écho à ce que disait Eric tout à l'heure, c'est la difficulté à bien cerner ce terme d'exosomatisation. Et je pense que en fait, on peut en avoir une compréhension immédiate qui semble évidente, mais qui finalement, à mesure des savoirs qui nous arrivent en quelque sorte, et Eric tout à l'heure a dit à quel point cette notion pouvait être sujette à caution du point de vue des savoirs du préhistorien, les savoirs les plus avancés du préhistorien aujourd'hui. On pourrait dire la même chose du point de vue des savoirs médicaux, des savoirs biologiques. On sait très bien que le corps, qui dit exosomatisation, dit un ex, c'est-à-dire à partir d'un… Voilà, il y a à un moment donné la possibilité d'établir une frontière. On sait très bien qu'un soma, un organisme, est totalement à l'extérieur de lui-même et constitutivement. Je veux dire, il est impossible de cerner un intérieur et un extérieur. Bon. La notion de frontière, bien sûr, elle a un sens, et Charles pourrait en parler longuement, mais les savoirs aujourd'hui, les savoirs biologiques et médicaux nous montrent que mon corps est totalement colonisé par le non-moi, par toutes sortes de bactéries qui ont des fonctions physiologiques absolument fondamentales, sans lesquelles je ne vivrais pas, que nous sommes traversés par toutes sortes d'influences extérieures qui sont documentées à l'échelle moléculaire en termes de mécanismes. Toutes les expositions, les sciences environnementales se renouvellent depuis une trentaine d'années à l'ère moléculaire. Enfin, notre corps est dehors. Donc, à partir de là, parler d'exosomatisation,
On l'a vu tout à l'heure avec Eric, du point de vue du temps très long de la préhistoire et de la paléoanthropologie, mais aussi du point de vue des savoirs biologiques, c'est très compliqué, je pense. Et c'est un peu le legs de Bernard, c'est-à-dire lui qui, effectivement, comme tu l'as rappelé, Vincent, pensait à partir des savoirs, pensait à partir de sciences. Qu'est-ce que ces connaissances scientifiques, ces champs du savoir scientifique aujourd'hui nous lèguent et nous invitent enfin, dans quelle direction elles nous invitent à aller pour peut-être redéfinir, repenser ce terme d'exosomatisation. Est-ce qu'il faut le garder d'ailleurs? C'est une question totalement ouverte, bien sûr. Merci Xavier. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que je peux risquer une petite remarque et question à propos du rapport de Bernard Stiegler avec la vie et le vivant? Je pense que, enfin la réponse, je ne l'ai pas évidemment, mais elle se trouve dans son rapport à Canguilhem, je pense, et à la question de la normativité du vivant, normativité biologique, et d'une normativité humaine qui en serait le prolongement et qui est comme une espèce de principe d'individuation qui se perpétue. Alors, ce que j'ai essayé, moi, de réfléchir sur la notion d'autonormativité. Et justement, c'est là-dessus qu'on a eu un dialogue, en quelque sorte. Alors, c'est ce que j'essaierai un petit peu de développer dans mon intervention, mais c'est plus une question qu'une réponse, hein, évidemment. Oui, merci de l'avoir rappelé. Et Anna Lambert pourra en parler aussi. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions. Ça va très, très loin chez Bernard, puisque ça va dans le champ psychanalytique, hein, très nettement, dans cet agencement, cette production de normes, autoproduction de normes que vous décrivez. Pour moi, ça va même jusqu'au niveau spirituel, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a toujours une contradiction quelque part, il y a une faille indépassable, une schise. Il emploie le mot souvent dans Organologie de la libido, il parle de schise. Hein, donc, nous sommes tous schizophréniques en ce moment, hein, d'ailleurs, avec ces technologies. Mais ce n'est pas que nous, ce n'est pas que notre cerveau, encore une fois. C'est ces agencements très fins entre ces outils numériques, notre cerveau, notre corps, nos organisations sociales. Mais vous avez raison de souligner que ça repose la question de la capacité à produire sa propre norme. Ça, c'est évident, évident. Et de manière collective. Et là, Bernard était très simondonien. Il répondait toujours, oui, mais il ne s'agit pas de faire juste une psychanalyse personnelle. Il faut aussi, et c'est pour ça qu'il était très attaché à la thérapie de groupe, à la psychothérapie institutionnelle, à tout ce qu'il a implanté et repensé dans la clinique contributive à Saint-Denis. Parce qu'il le pensait collectivement, toutes ces questions de autonormalisation, pour prendre le terme raccourci que vous avez employé, qui est très bien. Normativité. Normativité. Oui, c'est pas la même chose. Ouais. Très bien. Merci à tous pour vos interventions, pour cette belle discussion.